réalité assez complexe, assez subtile, évidemment beaucoup trop subtile pour les médias qui le persécutent et les juges qui sans doute n'ont rien d'autre à faire que de poursuivre un écrivain, un essayiste pour délit d'opinion. Aujourd'hui, les juges passent leur temps à poursuivre les gens pour délit d'opinion. D'ailleurs, on connaît ce qu'en pense le président Hollande qui a parlé de la lâcheté de la magistrature. Alors, comme je l'ai dit, c'est un véritable tollé, un scandale dans la presse, notamment Europe 1 en fait l'écho. Les propos d'Éric Zemmour, ils font une nouvelle fois polémique avec cette interview accordée la semaine dernière. Le chroniqueur a exprimé son respect à l'égard des terroristes djihadistes, des propos qui ont provoqué une levée de boucliers. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Mais je crois qu'il n'y a pas du tout de provocation dans ce que dit Zemmour. Zemmour, il pense quelque chose, il le dit. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'ahuris qui ne comprennent pas qu'on puisse penser autrement que la doxa dominante. Mais il n'y a pas de provocation. Il y a une analyse qu'on peut contester, bien sûr, mais il n'y a pas de provocation. L'interview est tellement scandaleuse que Elisabeth Lévy, la rédactrice en chef de Causeur, est obligée de se justifier sur le plateau de BFM. Vous ne pouvez pas, madame. À aucun moment, vous êtes responsable, vous savez très bien qu'en diffusant cette interview, vous allez déclencher... alors à ce moment-là, vous faites preuve, excusez-moi, de certain amateurisme, parce que très franchement, mais madame, mais très franchement, vous savez très bien qu'il va y avoir des réactions qui vont être extrêmement virulentes. Alors excusez-moi, j'ai pensé qu'il y aurait des réactions au reste de l'entretien. Et ces réactions... Vous avez voulu provoquer, Elisabeth ? Pas de provocation, simplement une opinion dissidente, discordante par rapport... à la doxa dominante, voilà. Oui, puis accessoirement, j'ai dit que Elisabeth Lévy était obligée de se justifier, et puis on constate sur le plateau qu'elle a même des difficultés pour pouvoir s'expliquer. Pour pouvoir prendre la parole, absolument, exactement, par rapport à l'accusateur, au gros accusateur public. Et puis c'est Christophe Barbier aussi, Christophe Barbier, donc directeur de l'Express, Jean-Yves, qui nous dit, qui fait une vidéo hebdomadaire, et cette fois-ci, la vidéo se titre « Comment combattre Éric Zemmour ?» Éric Zemmour, mode d'emploi. Parce qu'à mal le combattre, bien entendu, on le valorise. Qu'a-t-il dit exactement? Qu'il fallait arrêter de mépriser les djihadistes? On n'est pas dans l'information. L'information, c'est dire voilà ce qu'a dit Zemmour, telle personne pense autrement. Voilà, ça c'est le débat. C'est le débat. Et là, non, on est dans le combat, on n'est pas dans le débat. On a donc un changement de paradigme du côté des médias. Et alors l'affaire prend tellement de bruit que la justice ouvre une enquête pour apologie de terrorisme. Et autour de cette enquête, c'est lié l'association SOS Racisme et les victimes du 13 novembre 2015. Pour la presse écrite, notamment Challenge, c'est une mauvaise journée pour Éric Zemmour. Pour La Voix du Nord, Éric Zemmour pense au-dessus de ses moyens. Et dans cet édito... Je pense que La Voix du Nord n'a pas de moyens de penser, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. La Voix du Nord, on le sait, qui est vraiment un journal extrêmement engagé. On l'a retoqué plusieurs fois dans l'émission et médias. Et là, au sein de cet édito... C'est un journal politicien en plus, oui, bien sûr. Au sein de cet édito, on trouve affirmer, respecter un individu qui s'est résolu à mourir, mais après avoir roulé volontairement sur des dizaines de corps est une ignominie. Considérer cet événement comme un avatar banal d'une histoire fatalement tragique est une imbécilité. Alors, le problème, c'est que toute cette histoire, toute cette cabale journalistique s'inscrit réellement dans une longue lignée journalistique contre Zemmour. Et on retrouve notamment le 15 septembre 2015, il faut déradicaliser Éric Zemmour. Et Sud Radio, au moment de cette cabale justement toute récente, fait un sondage internet. Faut-il faire taire Éric Zemmour? Heureusement, on constate que le sondage, c'est oui à 21%, non à 79%. Les Arocs, toujours dans cette volonté de faire taire Éric Zemmour, eh bien le titre de cet article, faut-il bannir Éric Zemmour des écrans de télévision? Et enfin, c'est la SDJ. La SDJ, c'est la Société des journalistes du Figaro, qui dénonce les propos d'Éric Zemmour sur les djihadistes, mais aussi celle de RTL qui nous dit qu'elle estime de son devoir de faire savoir aux auditeurs de la radio et à l'opinion son aversion pour les propos qui, à ses yeux, portent atteinte à la mémoire des victimes du terrorisme et à la douleur des familles. Alors ces deux sociétés de journalistes, RTL, Le Figaro, ce syndicat de journalistes, confirment tout à fait le point de vue de Robert Ménard, selon lequel les principaux adversaires
de la liberté de la presse aujourd'hui, ce sont les journalistes. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir des journalistes monter en ligne pour demander que soit interdit, viré un de leurs confrères, et pas parce qu'il a commis des actes que la morale réprimerait, non, parce qu'il a mal pensé. Voilà. Donc on est dans le délit d'opinion à l'état pur. On n'est pas forcément d'accord, c'est l'émission hebdomadaire d'Éric Zemmour sur l'antenne RTL, animée par Yves Calvi. Et là, justement, Yves Calvi, au début de cette émission hebdomadaire, va nous dire, voilà, la direction et l'ensemble des journalistes de RTL n'est pas d'accord avec vous. Éric, avant d'écouter votre éditorial, je précise que ce rendez-vous porte aujourd'hui particulièrement bien son nom. Vous avez récemment tenu des propos controversés sur les djihadistes qui commettent des attentats. Je me fais donc le porte-parole de la direction et de la rédaction d'RTL qui ont été consternés par ces déclarations extrêmement choquantes à plus d'un titre. Oui, alors c'est assez intéressant de voir là l'alliance de la direction, c'est-à-dire du capital, et des journalistes, l'alliance dans le politiquement correct et contre tout ce qui revient à ouvrir le débat. Encore une fois, il n'y a pas de débat, possible. Il y a une vérité dont on ne doit pas sortir. Et là, il y a d'une mauvaise foi extraordinaire, parce que dire que Zemmour a fait l'apologie du terrorisme, alors même qu'il dit qu'il y a du criminel et du mauvais dans ce qu'ils font, c'est tout à fait malhonnête, bien sûr. Nolo, le meilleur ennemi de Zemmour, c'est le titre de l'extrait de l'émission C'est l'Hebdo. Et vous allez voir comment les chroniqueurs de cette émission n'en reviennent pas. Ils pensent que c'est pas possible de pouvoir travailler avec Éric Zemmour, tellement il est radicalisé. On peut vraiment rester zen avec Éric Zemmour dans les parages. Vous entamez la 6e saison de Zemmour et Nolo. Vous n'hésitez pas un peu plus chaque année à refaire équipe avec Éric Zemmour? Ça va pas être dur de faire les 28 émissions là qui s'annoncent pour cette 6e saison si vous êtes de moins en moins d'accord avec Zemmour? Jusqu'où ira Éric Zemmour? On ne sait pas, mais il doit pouvoir encore sans doute aller très très loin. La morale de cette histoire, comme le dit Éric Zemmour justement sur BFM, c'est que les ennemis d'Éric Zemmour veulent le virer de ses emplois. L'objectif de mes adversaires, c'est de me faire perdre mes emplois. C'est ma mort sociale. Est-ce que vous vous excusez malgré tout? Est-ce que vous regrettez d'avoir pu faire mal à une victime, à une famille de victimes qui était à Nice ce soir-là? Écoutez, je ne suis pas venu, je déteste ces exercices de contrition. Écoutez, voilà un vrai mec, un homme péchu, qui ne s'excuse pas, qui ne plie pas, qui défend sa position, qui défend sa liberté d'expression. Et la liberté d'expression, j'irais même plus loin que lui. Lui, il parle de démocratie, mais c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas aussi pour les idées choquantes. C'est d'abord pour les idées choquantes. Parce qu'une idée qui n'est pas choquante, que tout le monde admet, elle n'a pas besoin de la liberté d'expression. Vous n'avez pas besoin de la liberté d'expression en Russie soviétique pour dire que Staline est formidable. Vous auriez eu besoin de la liberté d'expression pour dire que peut-être certaines de ces actes étaient contestables. La liberté d'expression, c'est précisément pour les idées choquantes. Voilà. Alors, effectivement, la campagne vise à éliminer Zemmour des derniers médias où il se trouve, c'est-à-dire RTL et Le Figaro. Personnellement, je ne crois pas du tout qu'il ait à craindre la mort sociale. Pour une raison très simple, c'est que ses livres se vendent énormément. Et s'il avait plus d'éditeurs, il se vendrait sur Amazon tout aussi massivement. Je ne crois pas qu'il craint la mort sociale. Il y a beaucoup d'hommes politiques, leur problème, c'est de remplir les salles qu'ils prennent. Le problème de Zemmour, c'est de trouver des salles assez grandes pour accueillir les gens qui veulent l'écouter. Et puis, à supposer, mais je pense que le système n'est pas assez stupide pour cela, à supposer qu'on vire Zemmour de toutes ces tribunes dans la presse officielle. RTL, Figaro. Eh bien, il créerait sa chaîne de télévision, ou il trouverait refuge dans les médias alternatifs, à qui il donnerait un coup de booster formidable. Donc je crois qu'il n'a pas à craindre la mort sociale, même s'il peut un jour ou l'autre perdre tel ou tel de ses emplois, il n'a pas à craindre la mort sociale. Et en tout cas, il se défend avec beaucoup d'honneur, mais c'est effectivement un terme que la majorité des gens des médias ne doivent plus bien comprendre. Il faudra leur offrir un dictionnaire. Eh bien, après ces mots encourageants, je propose donc de passer au zapping d'immédiat.
Un havre de paix après l'enfer. La Grèce inaugure un centre d'accueil modèle dans la banlieue d'Athènes. Il doit héberger 100 enfants migrants isolés. Je veux vous entretenir de la croissance exceptionnelle de la Suède, plus de 4,5% au 4e trimestre 2015, 2 fois plus que l'Allemagne et 4 fois mieux que la France. Or, après de longues réflexions, les économistes suédois viennent de conclure que cette croissance exceptionnelle pouvait être attribuée à la présence massive de réfugiés. On vous en a parlé dès hier, le Syrien suspecté de vouloir commettre un attentat en Allemagne a finalement été arrêté et visiblement cet homme avait vraiment prévu de passer à l'acte dès que possible. Non, je dirais pas le jour de gloire, mais ça démontre encore une fois qu'il faut faire attention avec ses préjugés. Tous les réfugiés ne sont pas des terroristes, mais il peut y avoir certains terroristes dans la vague d'arrivée, après la vague d'arrivée de réfugiés. Moi je le comprends. C'est compréhensible. Ils viennent, ils nous contrôlent, ils nous parlent mal, ils font les malins. C'est-à-dire ils nous bousculent, ils nous font des trucs de ouf. Il faut pas se plaindre qu'après on pète les plombs. Comme j'ai dit, vous, n'importe quel citoyen lambda, il se mange le contrôle. Un contrôle que nous on se mange tous les jours par la BST. Mais demain il va chez le psychologue. Depuis hier, c'est l'homme le plus recherché par la police allemande, Jaber al-Bakr, un Syrien de 22 ans. L'homme serait lié à l'État islamique et projetait un attentat à la bombe. Dans son logement, qu'il occupait à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, les enquêteurs ont découvert plusieurs centaines de grammes d'un explosif extrêmement dangereux. Une photo, et puis il y a un message de l'internaute qui explique ce que c'est que cette photo. Alors, devoir signer les papiers sur le carnet de liaison pour l'enseignement de la langue arabe en primaire, ça y est, un cap de franchi. Mais en fait, ce message de l'internaute, il est complètement biaisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous en êtes ressorti avec une conclusion, la politique, c'est du gloubi-boulga. Ce que j'ai vu au cours de la semaine, ça ressemblait à ça, une mixture totalement invraisemblable, dans laquelle on ne sait plus qui cherche à nous divertir et qui est sérieux, parce que tous les genres, tous les codes de la télévision y sont allègrement mélangés. Alors je sais que vous ne voulez pas parler de vos ennuis judiciaires, mais juste parce qu'il y a eu un rebondissement par rapport à la Pologne en juin dernier. Nous trouvons, là si vous voulez, je sais que vous êtes très habile dans ce genre de trucs, mais ça ne va pas marcher avec moi. Est-ce qu'au fond, sinon je vais vous pulvériser. Bonsoir Caroline Forest. Génie de la laïcité chez Grasset, plaidoyer vigoureux, argumenté pour cette originalité française qui est pourtant contestée à l'intérieur, parfois moquée à l'extérieur, jugée inadaptée à l'islam et au monde d'aujourd'hui, en complet décalage par rapport aux pratiques anglo-saxonnes. Vous répondez à toutes ces objections. Je précise que c'est pas un pamphlet écrit dans l'urgence, en réponse à un fait d'actualité. C'est un travail de quoi, plus d'1 an ? Sont adaptées à l'islam, à la spécificité de l'islam qui s'exprime, dont les signes visibles s'expriment différemment que pour les autres religions. Évidemment, d'abord, la laïcité n'a pas été faite en fonction d'une religion, elle a été faite pour permettre un cadre commun qui permet à tous de cohabiter ensemble. Mais bien sûr, elle s'est faite dans un combat très dur contre l'Église catholique. Malgré la menace française de saisir la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, Vladimir Poutine persiste et signe, annonçant même l'implantation permanente de sa base navale de Tartous sur la côte syrienne. La France peut-elle parvenir à faire plier le patron du Kremlin ? Question de 20 minutes qui présente l'engagement du président russe auprès du régime de Bachar el-Assad comme la guerre d'un tsar, tsaroir, ou le côté obscur de la force. Manifestation pour la liberté de la presse ce samedi à Budapest. 2000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour protester contre la fermeture du journal Népszabadság, principal quotidien de l'opposition hongroise. La suspension de sa parution est annoncée comme motivée par des raisons économiques, mais de l'avis de tous ici, il s'agit bien d'un geste politique. Je pense qu'il est impossible que ce genre de choses puisse arriver dans un pays démocratique. Fermer un journal comme ça, du jour au lendemain. Et François Hollande, lui, parle. Ah bah oui, parce que lui, il est occupé pendant ce temps-là. Il parle à la presse. Donc le Parisien publie les extraits du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Alors comme le résume cruellement Donat Vidal de Revel, Napoléon convoquait David pour immortaliser son sacre. François Hollande se rend chez les journalistes pour soigner sa sortie.
Direction à présent les pays scandinaves, souvent précurseurs dans les sujets de société. Dernier exemple en date, la Norvège permet depuis cet été à des enfants dès l'âge de 6 ans de choisir leur sexe. À 16 ans, ils peuvent même faire ce choix sans le consentement des parents. La Norvège est ainsi le 4e pays avec Malte, l'Irlande et le Danemark où un changement d'identité sexuelle peut se faire sans médecin. Il s'agit d'une simple démarche administrative dont 9 enfants norvégiens ont d'ores et déjà profité. Eh oui, on n'a pas 5 minutes de répit avec les cons. Figurez-vous que Robert Ménard a encore frappé. Comme les mouches à merde, tu as besoin de vomir une sorte d'acide sur ceux qui t'entourent pour te nourrir et surtout nourrir ta haine et celle de tes camarades au regard vide mais pour qui la coupe est pleine. Toi, l'élu aux idées blanches mais à l'âme noire, ta gueule. Toi, l'homme au regard d'oiseau affolé qui sursaute chaque fois qu'à la télé on voit passer un chameau, ta gueule. Toi qui dis tout haut ce que n'osent même pas penser certains fachos tout bas, ta gueule. Oui, ferme ta gueule. Eh ben, alors, il faut savoir que le dernier personnage qui intervient est censé être un humoriste. Oui. Qui ne procède que dans l'insulte, puisqu'il parle de con, de mouche à merde, de vomir. Enfin, on voit le choix du vocabulaire. C'est drôle, c'est vraiment très très drôle. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est le message central. Ferme ta gueule. C'est-à-dire, c'est à nouveau le message de l'interdit sur la chaîne de services publics financée par les impôts du contribuable. C'est un récidiviste en plus. C'est un récidiviste. Il avait fait la même chose pour Zemmour. France Inter, toujours, Monsieur Cohen réussit à recevoir dans la même journée Madame Fourest dans 2 émissions pour faire la promo de son bouquin. À la fois sur France Inter et sur, je crois, le... C'est l'hebdo, c'est à vous. Bon, c'est à vous. Voilà. Donc, 2 fois dans la même journée, Madame Fourest. Détox. Alors là, détox, là aussi, avec l'argent des contribuables, sur France TV Info. Alors, l'argent des contribuables, ça valse, hein. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un perchman, il y a un caméraman avec le smartphone, voilà. Et un journaliste. Donc, rien que 4 personnes pour détoxer, comme il dit, c'est-à-dire pour intoxiquer, en fait, contre-intoxiquer. Voilà. Ils ont les moyens, mais ils ont la redevance, hein, chers amis. Quand vous payez vos impôts, vous savez à quoi cela sert, à nourrir tous ces gens-là. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah bah oui, il y a quand même, on est dans le même enchaînement. On nous fait pleurer sur le fait qu'un journal ferme à Budapest. Bah oui, c'est un journal qui ferme à Budapest parce qu'il n'a plus de lecteurs. Voilà. Et peut-être que le gouvernement de Budapest, plus sage que le gouvernement, ne le subventionne pas. Bah, les journaux qui n'ont pas de lecteurs, ma foi, c'est normal qu'ils disparaissent. D'ailleurs, en France, il y en a beaucoup qui devraient disparaître parce qu'ils n'ont plus de lecteurs, ils ne vivent que de subventions. Voilà. Mais c'est donc plutôt assez sain, assez normal, ce qui se passe en Hongrie. Et ben voilà. Oh, dernier point, c'est assez humoristique quand on parle de Poutine en l'appelant Star. Non, pas Star Wars. Star Wars. Bon, alors, il faut quand même savoir, là, il faut bien comprendre, dans le mécanisme de propagande, une bombe américaine ne peut pas tuer de civils. Elle ne peut tuer que des ennemis. En revanche, une bombe russe, elle tue des civils. C'est différent. Suivant que la bombe est américaine ou russe, elle peut tuer ou non des civils. La guerre est repartie en Syrie. Il faut savoir qu'elle est repartie quand les forces américaines, aidées par les Danois et je ne sais qui d'autre, ont bombardé délibérément et tué 80 soldats de l'armée régulière syrienne. Donc les fauteurs de guerre en Syrie, ce sont bien du côté des ennemis du gouvernement légal et non pas de ceux comme les Russes qui le soutiennent. Voilà. Eh bien Jean-Yves, passons à notre 3e partie. Trump, Clinton, sexe, magouille et trahison. C'est la vidéo qui fait scandale. Elle a été tournée en 2005, hors micro. Et puis dans cette vidéo, Donald Trump a des propos jugés sexistes. Automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything.
L'extrait fait scandale et une partie de la direction, en tout cas des Républicains, des supporters républicains, lâche Donald Trump. En tout cas, c'est ce que disent les médias français. Ah oui, c'est sûr, cette campagne est entrée dans une autre dimension. On n'avait jamais vu un candidat arriver à un débat à un mois du scrutin aussi mal en point. Donald Trump hué par son propre camp et même appelé à renoncer à sa candidature par certains élus républicains. Alors tout a commencé vendredi soir. Pour Mark Porter, le représentant des Républicains en France, en fait, Donald Trump n'a pas été lâché par des supporters. C'était déjà des personnes qui étaient contre la candidature de Donald Trump. Il est malgré tout lâché par beaucoup de soutiens républicains, John McCain notamment. Mais c'est pas beaucoup. Ça, c'est les gens qui étaient contre lui depuis le début. L'acteur Robert De Niro fait une vidéo qu'il envoie sur Internet. Elle fait énormément de bruit. Au moment où je l'ai récupérée, elle avait plus de 500 000 vues sur YouTube, plus l'ensemble des vues qui ont été sur les différents journaux qui, eux, ont traduit la vidéo. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig. Pourtant, Robert De Niro n'est pas aussi sensible sur la question des mœurs pour chaque personne. Et on se souvient notamment de Robert De Niro qui fait l'accolade à Roman Polanski qui est accusé de viol. Non, qui a, on peut pas dire, c'est au-delà de l'accusation. Il a commis un viol sur une jeune fille de 13 ans, préalablement droguée. Ça n'a évidemment absolument rien à voir avec des propos de vestiaire attrapés à la volée. Il y a rigoureusement rien à voir. Rien à voir. Propos ressortis opportunément 11 ans après les faits et avant un débat dans un but tout à fait manifeste. Alors pour le temps, l'assaut des médias américains pour stopper Donald Trump. Depuis quelques semaines, les journaux regorgent d'éditoriaux, de chroniques et de tribunes pour dénoncer la démagogie de Donald Trump. Et alors, c'est un article sur un site internet qui fait écho aussi à un article dans Le Monde, Jean-Yves. Oui, Le Monde daté du 13 octobre, consacre un article « La presse vote démocrate massivement ». C'est-à-dire, c'est très intéressant, la presse vote. Donc la presse n'est pas du tout dans une logique d'information. Elle vous dit ce que pense Mme Clinton, elle vous dit ce que pense M. Trump, elle vous dit ce qu'ils disent. Non, la presse, elle vote. C'est donc un instrument de combat politique, assez naturellement, au service du système, au service du lobby militaro-industriel, au service de Wall Street, bien sûr, au service du politiquement correct de manière plus générale. Mais alors aussi intéressant, c'est que la vidéo publiée par le Washington Post, la vidéo de Donald Trump, eh bien, a été publiée le même jour que des publications à propos des mails de Hillary Clinton. Et alors c'est Sputnik qui titre « Trump dénonce le silence des médias américains sur la révélation de Wikileaks », la révélation à propos des mails supprimés d'Hillary Clinton. Jean-Yves, en quoi cette affaire est extrêmement importante ? Et on va faire écho d'un article notamment de Numérama. Pourquoi Trump veut envoyer Clinton en prison pour des emails supprimés? Voilà, alors Numérama, c'est pas du tout c'est un journal assez neutre qui étudie en fait toute la vie numérique. Et effectivement, là, l'opération de la vidéo du son de Trump, pour quelque chose qui est peut-être de mauvais goût mais qui n'a rien de pénal, a pour but d'occulter une vraie question, un vrai sujet, qui sont les emails de Mme Clinton qui sont révélés par Wikileaks. Pourquoi? Parce que un agent du département d'État américain qui utilise sa messagerie privée, non protégée, dans un cadre professionnel, il peut être condamné à perdre son emploi et il peut être condamné pénalement, il peut être condamné à la prison. C'est ce qu'a fait Mme Clinton à très grande échelle, avec des dizaines de milliers d'emails, sachant que Mme Clinton était secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, donc avec une responsabilité considérable. Alors, elle a fait ça, c'est donc une affaire considérable. Elle a d'ailleurs menti ensuite, et on sait à quel point aux États-Unis le mensonge et le parjure sont graves. C'est le problème qu'avait eu son mari Bill Clinton au moment de son histoire avec Monica Lewinsky. C'est ce qui a amené
le président Nixon a démissionné dans l'affaire du Watergate. Or, Mme Clinton a menti puisqu'elle a dit mais non, il n'y avait pas d'email confidentiel alors qu'il y avait des emails qui concernaient des sujets secret défense. C'est ça la véritable affaire. Et donc on a sorti au dernier moment une vidéo des propos de vestiaire, encore une fois, de M. Trump, c'est sûrement tout à fait regrettable, mais qui n'ont absolument aucun caractère pénal, alors que ce qu'a fait Mme Clinton comme secrétaire d'État, c'est évidemment pénal dans le concept américain. C'est infiniment, enfin ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une chose qui n'existe pas, ou peu, en dehors du mauvais goût, il y a une chose qui est gravissime. Les enregistrements hors micro. Est-ce que ce sont est-ce que ça permet de lancer des scandales? Eh bien, a priori, tout dépend de qui est enregistré et qui reçoit l'information. Eh ben, on va lancer un enregistrement hors micro qui circule sur le net. C'est pas nous qui l'avons attrapé. Le lanceur, le site internet Le Lanceur, qui nous dit Pécresse raconte à Bourdin les enveloppes qui circulent. Et voici l'extrait audio qui a été retiré et envoyé sur le net. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur les méthodes de politique. Ah, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, mais ça c'est sûr. Ça j'imagine. Ça j'imagine. Parce qu'en fait, derrière, il y a des laxistes. Ouais. Maintenant, je connais tout. Les faux sites à l'étranger, diffamatoires, les machins, les enveloppes qui circulent. Ah non, mais non. Je suis une incollable. Déjà, j'avais eu côté Fillon et Carucci. Donc, dans ma famille, je connaissais les méthodes, mais maintenant. Oui, alors voilà exactement le même phénomène que pour Trump, c'est-à-dire que le micro a continué, l'enregistrement a continué hors émission. Et que dit Mme Pécresse? Qu'il y a des valises. Elle parle là de la campagne qu'a conduit Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, contre elle, au Conseil général d'Île-de-France, l'ancien président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui a le surnom de Don Bartolone. Et elle dit, il y a des valises, il y a des enveloppes qui circulent. Tout ça est pénal, hein. Et elle dit, mais je connais, j'avais déjà le côté Fillon et Carucci. Voilà, ça c'est ce que dit Mme Pécresse. Entre nous, bon, il y a deux choses. C'est hors antenne, donc ça peut ne pas exister. Mais à ce moment-là, ce qui est hors antenne pour Trump ne doit pas exister. Sauf qu'au cas particulier, on pourrait très bien ouvrir une enquête préliminaire pour fraude au financement politique. Et on pourrait demander à Mme Pécresse de s'expliquer sur ce qu'elle a dit. Ce qu'évidemment, on ne fera pas. Parce qu'il y a ce qu'on utilise quand ça va dans le bon sens et ce qu'on tait quand ça va dans le mauvais sens. Jean-Yves, passons à notre quatrième partie, ce sont les tweets d'immédiat.
Oui, alors quelques commentaires rapides. D'abord les décodeurs, qui tracent les limites du politique. C'est-à-dire ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. C'est pas le boulot du journaliste. Le boulot du journaliste, c'est de rapporter des faits. C'est pas de dire les politiques peuvent faire ça, peuvent pas faire ça, s'agissant d'interdiction du voile dans tel ou tel espace public. Le FIGMAG, 30 ans après, il mérite un coup de chapeau, parce que le FIGMAG avait publié Figaro Magazine en 1985 un numéro spécial « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» Et ils avaient fait des projections démographiques et ils avaient dit en 2015, il naîtra 35% d'enfants non européens en France. 30 ans après, ils l'avaient annoncé, c'est exactement ce qui s'est vérifié. Et à l'époque, le numéro avait fait un scandale, bien sûr. Et c'est eux qui avaient raison. Chapeau à ces journalistes de cette époque-là, où c'était à l'époque où Louis Pauwels dirigeait le Figaro Magazine. Un dernier tweet qui mérite un commentaire tout particulier, c'est celui de Gilles Penel. Gilles Penel est le président du groupe Front National au Conseil régional de Bretagne. Il représente 20% des électeurs bretons. Et il reçoit du responsable de Ouest France pour le Morbihan un courriel qui lui dit « Veuillez ne plus rien m'envoyer ». C'est-à-dire que voilà, un journaliste qui doit rendre compte, théoriquement, de ce qui se passe dans son département, dans sa région, et qui refuse de recevoir des informations, des communiqués de presse de la part d'un homme qui préside un groupe politique, avec une trentaine d'élus, qui représente 20% des électeurs. C'est quand même incroyable le monde dans lequel ces gens-là vivent, quoi. Alors bien entendu, je crois que Ouest France, c'est 8 millions de subventions aussi. Bien sûr, c'est encore payé par le contribuable. C'est quand même incroyable d'indécence. Eh bien Jean-Yves, passons à notre 5e et dernière partie, Morandini sous protection rapprochée. Le 7 octobre, la direction d'ITélé envoyait à l'ensemble des rédactions Jean-Marc Morandini